À la une ce soir, la Guyane sous haute tension à l'occasion de la visite du président Emmanuel Macron. Hier soir, des affrontements ont opposé des manifestants aux forces de l'ordre à la préfecture de Cayenne. Bilan 2 blessés et 5 interpellations. En Martinique, inauguration de la réserve naturelle Albert Falco, au prêcheur du nom du célèbre océanographe qui était très attaché à la Martinique. Inauguration en présence du prince Albert II de Monaco, de passage sur notre île. Une convention pour lutter contre la violence conjugale. Le procureur de la République a annoncé la mise en place de stages pour les auteurs de violences les moins graves. Jusque-là, il faisait l'objet d'un simple rappel à la loi. Et puis les langues et cultures créoles à l'honneur en région parisienne. Un festival sous l'égide de la compagnie Difécaco propose différentes manifestations et ce jusqu'au 7 novembre prochain. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. On prend donc tout de suite la direction de la Guyane. Cet après-midi encore, des centaines de manifestants étaient rassemblés devant le commissariat de police de Cayenne où le président de la République devait poursuivre sa visite. Hier soir, de brefs affrontements ont opposé des manifestants aux forces de l'ordre devant les grilles de la préfecture. Les images et les réactions avec ce reportage de nos confrères d'ATV Guyane. Il est aux environs de 20h30 quand les premières détonations sont entendues devant la préfecture. Tout avait commencé dans le calme, près de 400 manifestants s'étaient amassés devant les grilles de la préfecture. Après une marche dans les rues de Cayenne, le collectif réclamait la venue d'Emmanuel Macron pour pouvoir entamer les discussions. Après 3 ultimatums posés à l'État et une promesse de rencontre au lendemain, le face-à-face avec les forces de l'ordre s'est transformé en affrontement. C'est ce qui est recherché. On sait toujours que la France a toujours été comme ça, a toujours cherché des combats pour pouvoir réussir à avoir quelque chose. Et aujourd'hui, nous, on n'a pas besoin de quelque chose, on a besoin de notre liberté s'il ne veut pas de nous. On n'en a rien à foutre. Et ça lui coûtera moins cher. Ça lui coûte moins cher. Qu'il nous laisse tranquille, ça lui coûte moins cher. Pendant de longues minutes, 2 violents affrontements ont opposé les forces de l'ordre aux manifestants dans les artères de Cayenne. Pour beaucoup, le message envoyé par la République était clair. Nous, on a dit qu'on a marre de cette situation en Guyane et ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Avec ou sans lui, ça va s'arrêter. On ne va pas continuer à voir nos jeunes en déshérence, on ne va pas continuer à voir nos familles se faire agresser. Il faut que ça s'arrête, ça. Ça s'arrête. Il faut qu'il y ait une autre dimension pour la Guyane. S'il ne veut pas y contribuer, tant pis pour lui. Nous, en tout cas, on va prendre notre destin en main. Plus les heures s'écoulaient, plus les rues étaient livrées aux jeunes qui se sont substitués aux manifestants du début. Plusieurs mobiliers de la ville de Cayenne ont été détériorés, y compris les caméras de surveillance. Pour Gauthier Horte, cette situation résulte par l'absence de dialogue avec les Guyanais qui étaient descendus dans la rue le 28 mars dernier. Il faut en arriver là pour rencontrer le président puisqu'il refuse de rencontrer et surtout de répondre aux attentes de la population et de donner suite aux accords de Guyane. C'est ce qu'il a dit dans son premier discours à Maripasoula, qu'il n'y aura pas de route, qu'il n'y aura pas les 2 milliards qu'on attend et qu'il ne donnera pas de réponse sur le désenclavement, sur la santé. Donc finalement, il est venu faire quoi? De la com. C'est ce qu'on arrive à faire avec eux, ça on fera sans eux. Le cadre de la République, on ne l'a pas choisi. S'il faut passer hors République, hors cadre de la République, eh bien, on passera hors cadre de la République. Mais à ce moment-là, si on nous fait la guerre parce qu'on aimerait vivre mieux chez nous, à nous de faire en sorte de vivre mieux chez nous. Pendant longtemps, on a craint le pire pour Cayenne, mais tout est rentré dans l'ordre au milieu de cette nuit mouvementée, marquée entre autres par la tentative de cambriolage dans une bijouterie du centre-ville. Aujourd'hui, Emmanuel Macron s'est rendu au centre spatial guyanais, fleuron de la technologie européenne et symbole de la fracture sociale qui caractérise la Guyane. Le président est surtout venu faire un point sur l'avancée du chantier du pas de tir de la fusée d'Ariane 6. Le reportage de nos confrères d'ATV Guyane. Après avoir visité le bâtiment d'assemblage, le chef de l'État est allé constater l'avancée des travaux du site de lancement d'Ariane 6. En compagnie du président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, Emmanuel Macron a insisté sur le fait que l'Europe tire la Guyane vers le haut. Et je trouvais que c'était très important, d'abord pour le président Juncker et moi-même, de pouvoir venir au contact des acteurs industriels, de montrer notre engagement et de faire un point d'ensemble. Et puis aussi d'envoyer le message à l'ensemble des Françaises et Français vivant en Guyane que l'Europe les tire vers le haut. Que l'Europe crée des emplois, c'est ce que nous venons de voir ici sur ce chantier avec les clauses d'insertion qui ont été insérées, mais aussi avec le pacte qu'il y a entre le centre de Kourou et les retombées économiques. Et je souhaite qu'on puisse le revitaliser avec une 2e étape de ce qu'on appelle le plan Phèdre. Et montrer aussi que cette excellence par la formation, par l'emploi, c'est l'Europe qui le permet. Et à un moment où certains voudraient accuser l'Europe de tous les maux, moi je veux redire ici que l'Europe c'est non seulement notre fierté, mais aussi notre avenir, et qu'elle nous apporte beaucoup. Véritable symbole de la coopération et de la puissance économique de l'Europe, le chef de l'État est allé constater en compagnie du président du CNES l'étendue du cratère destiné à accueillir le nouveau site de lancement. La Guyane
et la France nous permettent de découvrir presque au quotidien de nouveaux horizons. Ce n'est pas l'Europe en marche, mais l'Europe qui vole loin. Et donc j'étais très heureux de venir ici pour d'abord dire ma reconnaissance à la France d'avoir su faire sur place ce que d'autres n'ont pas osé sur d'autres places et de dire merci à la Guyane et à tous ceux qui travaillent ici. Ce sont des artisans d'avenir. La première fusée Ariane 6 sera envoyée en 2020. Le président Macron pourra y assister depuis la salle Jupiter. Et puis juste après ce journal, retrouvez l'interview d'Emmanuel Macron accordée à la presse guyanaise. 26 minutes face à Farouk Amri d'ATV Guyane et Laurent Marot de Guyane Première juste après cette édition sur ATV Martinique. Retour en Martinique, le prince de Monaco, Albert II, a inauguré ce matin une plaque en hommage à Albert Falco. L'océanographe a laissé son nom à la réserve naturelle marine du Prêcheur. Écoutez ces réactions recueillies par Alizé Lutron et Michel François. C'est non seulement important de rendre hommage à des personnes comme Albert Falco, mais de se servir de leurs conseils, de leurs connaissances pour qu'on ne refasse pas les mêmes erreurs et qu'on arrive à mieux comprendre et ainsi à mieux protéger les différents écosystèmes marins. Je crois que c'est un trait d'union entre bien sûr le passé et ce qu'ont pu faire des personnes comme Albert Falco qui aimait particulièrement ce lieu et qui aimait particulièrement la Martinique, mais qui vraiment avait vu qu'il y avait une déperdition de certaines espèces. C'est la réalisation de son combat. Il arrivait pendant plus de 25 ans, il allait voir les élus un petit peu de partout pour leur dire il faut faire quelque chose. Pour lui, les aires marines protégées, il fallait les considérer comme des caisses d'épargne de façon à conserver un capital, donc en aires protégées, et de se nourrir que des intérêts. Et là, c'est une réalisation. Dommage qu'il ne soit pas là pour le voir. Mais ce que je lui dirais, reviens, reviens. Et créée en 2014, la réserve Albert Falco, inaugurée ce matin, c'est 603 hectares à protéger. Elle permet aux prêcheurs de profiter d'une belle exposition internationale. C'est aussi une première pierre pour la promotion du tourisme vert. Le reportage d'Alizé Lutran et de Michel François. La réserve naturelle, 603 hectares, une bulle préservée pour permettre à la faune et la flore marine de se refaire une santé. Un protocole de soins onéreux, près de 500 000 € financés par la CTM et le Parc naturel régional de Martinique, gestionnaire de l'aire marine. C'est autant de gagner sur une dégradation que l'on observe à l'échelle humaine, dégradation du trait de côte liée à la montée des océans, mais également dégradation de l'ensemble du littoral au niveau de la mer des Caraïbes. Ça n'a rien à voir avec le parc naturel marin, qui n'est pas une réserve. Il y aura des zones de pêche qui seront interdites, de manière à ce que la ressource puisse se régénérer et qu'on puisse préserver la ressource. Ce projet s'inscrit également dans la mission du prince Albert II de Monaco, en mouillage dans nos eaux pour 3 mois. Il mène, à bord de son navire océanographique, une expédition scientifique de conservation des milieux marins. Il y aura plusieurs expériences, plusieurs unités de recherche qui vont se relayer ici sur différentes problématiques, celle des écosystèmes coralliens, celle de certaines espèces. Il y a des objectifs qui ont été annoncés il y a fort longtemps dans la conférence d'Aichi notamment sur la biodiversité, d'avoir 10% d'aires marines protégées à l'horizon 2020. On en est encore loin, on en est entre 2 et 3%. Le projet pourtant divise les marins pêcheurs. En majorité convaincus de la nécessité de la création de cette réserve, certaines de leurs questions restent en suspens. On a inauguré, mais elle n'est pas opérationnelle. Elle ne pourra pas être opérationnelle puisqu'elle n'est pas balisée. Il y a eu des réunions qui ont été faites avec des pêcheurs où on leur demandait leur avis sur les choses. Cette réserve a été pensée par les pêcheurs. Mais c'est vrai qu'il y avait une contrepartie qui devait être donnée à ces pêcheurs. On leur avait promis que les personnes, les gardiens de cette réserve soient des enfants de pêcheurs. Les charges sociales sont importantes puisqu'ils pêcheront moins. Et c'était un allègement. Et ça, c'était des choses qui avaient été dites. Mais aujourd'hui, aucune garantie n'a été apportée aux marins pêcheurs de la zone. Pourtant, le maire du Prêcheur se veut rassurant.
il ne s'agit pas justement d'être dans une démarche punitive. Nous restons ouverts aux négociations et à la concertation avec les marins-pêcheurs. Le balisage, le recrutement des gardiens, le recrutement des scientifiques qui vont travailler sur la réserve, mais les moyens sont là. Il suffit de mettre en place les choses et c'est vrai que toutes les parties étaient là, présentes et conscientes de la nécessité justement d'accélérer le processus. C'est pour cette raison que je n'ai aucune raison d'être pessimiste. Mais si le poisson disparaît, si la ressource halieutique disparaît, c'est bien les pêcheurs qui en premier vont trinquer. Donc je pense effectivement que ce projet est dans l'intérêt de l'ensemble des usagers de la mer, y compris des marins-pêcheurs. Le conseil de gestion prévoit de se réunir prochainement avec les élus locaux et les professionnels de la mer pour se mettre au diapason et définir les règles d'exploitation de cette réserve encore invisible. Un mot de l'actualité sociale avec ce rassemblement ce matin devant l'agence des 50 pas géométriques. Le collectif des habitants de la Pointe des Nègres réclame des travaux d'assainissement. L'année dernière, ils avaient pu obtenir le déclassement de leurs parcelles. Les explications recueillies ce matin par Yohan Boulard. Nous avons mené un combat depuis un an pour faire déclasser la zone de Pointe des Nègres. La zone de Pointe des Nègres, je le rappelle, avait été classée en zone naturelle en 2005. Alors que nous sommes là depuis 60 ans. Donc en 2005, elle a été classée en zone naturelle. Et nous avons dû voir l'ADA, le préfet, etc. pour la faire déclasser et la faire mettre en zone urbaine. C'est-à-dire pour avoir ne serait-ce que le droit d'être là. Aujourd'hui, depuis que ça a été fait, normalement, tout devrait rouler, tout devrait aller. Mais ce n'est pas le cas. On a encore de nouvelles conditions. C'est-à-dire que maintenant que tout devrait être bon, eh bien, ce n'est pas bon. Il faut encore d'autres choses. Il faut encore des conditions. Or, nous disons, non, nous en avons assez. Ça fait 60 ans que nous sommes là. Nous avons des maisons qui se dégradent. Nous ne pouvons pas les réparer. Nous ne pouvons rien faire. Maintenant, on nous dit, on a été... La mairie nous a demandé de leur faire confiance, de nous accompagner et tout ça. On leur a fait confiance. Ils nous ont dit, vous allez être régularisés. Aujourd'hui, nous sommes à nouveau aux 50 pas. Et nous ne le sommes toujours pas. On souhaite que ces gens-là prennent leurs responsabilités et respectent la loi. La loi dit que nous pouvons être régularisés, respecter la loi. Arrêtez de nous chercher et de nous mettre des bâtons dans les roues, respecter la loi, que nous puissions vivre dignement. Dans le reste de l'actualité, la question des violences conjugales prises à bras-le-corps par le procureur de la République afin de traiter toutes les agressions, même les moins graves. Un stage obligatoire est mis en place pour les auteurs. Objectif, limiter la récidive. Explication, Yohan Boulard. Allez, allons-y. Une signature peut être synonyme de progrès. Désormais, certains auteurs de violences conjugales se verront proposer une peine sous forme de stage. Une réponse concrète au manque de moyens dont dispose la justice pour sanctionner ce type de délit. On va leur dire, ok, on ne vous poursuit pas devant le tribunal correctionnel, vous n'allez pas être condamné par le tribunal correctionnel, mais si et seulement si, vous vous engagez et concrètement vous suivez un stage, en l'occurrence ce stage de responsabilisation et de lutte contre la récidive en matière de violence au sein du couple. Cette sanction alternative rentre dans le cadre d'une composition pénale inscrite au casier judiciaire du condamné. La mesure ne va concerner que les auteurs des agressions les moins violentes. C'est pas aller sur les personnes qui commettent des violences extrêmement fortes, parce que là on considère que non, ça suffit pas, il faut aller bien au-delà qu'un stage. Ça ne va pas aller, ça ne correspondra pas aux personnes qui sont en état de récidive, parce que là aussi on considère que on est au-delà du stage. L'objectif c'est de traiter mieux les infractions qui sont moins graves, mais si on veut le faire, c'est précisément pour éviter d'avoir ensuite des infractions plus graves qui sont commises. Géré par un organisme spécialisé dans la prévention, le stage comprendra 2 entretiens individuels et une séance en groupe. Nous allons leur parler des victimes, de ce qu'elles ressentent, des choses qui sont sensibles, directes. Nous allons leur montrer un film où il y aura une victime qui parlera. Et nous irons même jusqu'à les faire intérioriser à travers le théâtre forum. Je ne sais pas si vous connaissez ce théâtre forum où ils vont incarner des positions de façon à leur permettre véritablement d'intérioriser tous les éléments qui pourraient les amener à ne pas récidiver. En raison du grand nombre de dossiers,
Le dispositif a nécessité un transfert de compétences au pôle famille du tribunal de grande instance. En Martinique, plus de 500 cas de violences conjugales sont traités chaque année, 223 000 à l'échelle nationale. On poursuit ce journal avec une page culture, la suite de la semaine du créole. Demain, l'association Dynamique Jeune Martinique propose une dictée créole à l'occasion de la journée internationale du créole à 9 h au parc culturel Aimé Césaire à Fort-de-France. La matinée sera notamment ponctuée de plusieurs rendez-vous artistiques. Les détails avec la présidente de l'association interrogée par Céline Chalonneau. Alors tout le monde peut participer en dictée, c'est un bagage qui ouvre tout le monde, grand, petit, tout niveau. Donc il y a un petit lisson avant dictée, donc tout le monde qui peut poser questions et puis bon canter, puis c'est professeur qui l'a pour eux et après qu'il y a une dictée, donc c'est un dictée qui ouvre tout le monde. Pour la dictée créole Fort-de-France, quand les gens m'appellent pour s'inscrire, ils me disent bon je ne sais pas manquer le créole, j'ai envie de participer mais j'ai un doute. Donc ils attendent un peu qu'on les pousse, qu'on leur dise mais non, il y aura un petit lisson, c'est le moment de s'exercer. Donc c'est vrai que écrire le créole reste quand même quelque chose de plus, je pense, difficile pour certaines personnes. Ils hésitent, ils ne savent pas, ils savent le parler, mais quand il s'agit de le mettre, de le retranscrire, c'est déjà plus difficile. Donc ils hésitent. Mais quand même, cette année, les gens jouent beaucoup le jeu. Donc je pense que les gens maintenant sautent le pas. Et comme je dis, il faut créer un moment convivial autour de ça. Ce n'est pas une compétition, donc ils acceptent. Mais la graphie reste quelque chose de pas forcément encore maîtrisé, je pense. Et on parle également du créole en région parisienne. Depuis le début du mois, des manifestations sont organisées à Arcueil, Paris ou Créteil sous l'égide de la compagnie Difecaco. Le créole, langue et spectacle vivant, pardonnez-moi, c'était le thème d'une rencontre débat, suivi d'une projection et d'un spectacle présenté ce jeudi dans le 13e arrondissement de la capitale. Sur place, le reportage de notre correspondant Alvin Courcy. On peut aussi bien dire ou qu'à bre wom que ou qu'à boire wom. Il n'y a pas de problème. Les deux se disent. Que l'on soit d'origine antillaise ou simple curieux, ce soir chacun est venu apprendre les particularités et les finesses de notre langue. De plus en plus, les gens savent que c'est le côté phonétique, le côté phonologique qui est à l'œuvre. Mais ils apprennent d'autres petites choses, des sons qui sont plus créoles ou qui sont carrément créoles qu'il n'y a pas dans le français. Les élèves écoutent assidûment les quelques conseils de leurs professeurs, comme Claude, qui s'est peut-être découvert une nouvelle passion. Ça m'a donné envie de voir un peu plus près donc, sur quelle base était construite cette langue, et peut-être que plus tard, si j'ai un peu de temps, eh bien, j'essaierai d'aller jusqu'à l'étape où je pourrais lire des contes ou prendre du plaisir donc, à lire des histoires simples. À la musique ou la littérature, la première édition du Mois créole propose une immersion dans notre culture caribéenne, comme ici avec la troupe Difecaco qui s'interroge sur notre question d'identité. C'est justement pour dire acceptons-nous comme on est, j'aime ma couleur de peau et sans vouloir vous offenser, le noir n'est pas le mot qu'il faut, je choisis mon identité. Notre identité, on se l'a choisi nous-mêmes et c'est pas une étiquette, c'est pas je suis noir ou je suis blanc ou non, son identité on se l'approprie et on se la crée. Jessica, elle, relate à travers une bande dessinée l'histoire de l'immigration antillo-guyanaise des années 60 aux années 80. Je crois que c'est la première bande dessinée sur le sujet, qu'elle s'appelle Pays en nous, et donc c'était un choix aussi un peu politique de la baptiser en créole. Dans la mesure où l'histoire qu'elle raconte est une histoire absente des livres d'histoire. En attendant la journée internationale du créole du 28 octobre, la soirée se termine par un échange entre chercheurs, auteurs et public. Le Mois créole, lui, espère accueillir près de 2000 curieux sur l'ensemble du festival qui se terminera le 7 novembre prochain. Culture, toujours avec notre invitée ce soir, Annie Cosier-Lafontaine, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Pianiste de renom, on ne vous présente plus. On va parler de votre prochain spectacle Martinique Île Magique. Un spectacle qui allie des images sublimes de la Martinique avec des compositions de musiciens en direct. C'est bien ça?
Voilà, c'est ça, c'est un film-concert. C'est des images tournées avec des drones. Donc, ça a déjà été, quand j'ai regardé les images de Marc Ménage et Eric Charpentier-Titi sur Facebook, je me suis dit, ces images, elles sont magnifiques. Si je pouvais apporter, les accompagner avec la musique. Et là est né le projet Martinique Île Magique, qu'on fait en 4 parties, puisque après, on fera aussi un petit tour dans plusieurs continents, l'Afrique du Sud, pas l'Afrique du Sud, l'Afrique du Nord, l'Afrique, les pays latins, la Caraïbe. Enfin, il y a toute une histoire, un voyage. Voilà. Alors on va découvrir justement plus en détail ce concept avec cet extrait. Il s'agit notamment d'un extrait d'un spectacle que vous avez joué à Metz. On regarde. Voilà, donc vous êtes 6 musiciens sur scène. Oui. Comment on prépare cette alchimie entre l'image et la musique? Déjà, c'est ma formation. Et puis, parce que je veux faire partager mon univers au public. Mon univers, c'est la nature, que j'adore. C'est là que je prends mon inspiration. Donc, essayer d'amener sur scène un peu de nature, pour moi, c'était primordial. C'était important pour moi. Et je suis aussi entourée de musiciens superbes, parce qu'il y a Jean-Christophe Germain, Nicolas Boisdel, Lara Salviac, violoncelle, et puis il y a le percussionniste aussi, Gabriel Sibrelis. Donc je suis vraiment bien entourée pour essayer de faire vivre un petit peu, on va dire, un rêve, ou bien essayer de décompresser un petit peu. Voilà. Alors généralement, les illustrations sonores, notamment de films, et même de films de nature, se font, on va dire, en production, avant la diffusion du film. Et là, on est vraiment dans du direct. Voilà. Est-ce que c'est une difficulté supplémentaire? Est-ce que c'est vraiment un spectacle vivant? C'est difficile parce qu'il faut vraiment se concentrer pour accompagner les images. Et il ne faut pas qu'on joue 1 minute de moins ou quelques secondes de moins parce que ça va tout décaler. Il faut vraiment que ça soit suivi. Et c'est là qu'il y a la pression, c'est là que le stress s'installe. Il faut vraiment être en symbiose tous sur scène. Il faut qu'on se regarde. On sait à ce moment, c'est ça. Et puis en plus des images, on a des effets spéciaux puisqu'on travaille avec la technologie. Tout ça sur l'écran. Donc il faut que ça soit très bien suivi. Il y a un chef d'orchestre? Ben oui, c'est-à-dire que nous avons notre ingénieur de son, Thomas Scholastic, qui lui un petit peu nous guide un peu, mais bon, il n'est pas sur scène, mais on a des répétitions et puis on essaie de voir à quel moment il faut ralentir, à quel moment il faut accélérer. Il y a quand même une place un peu à l'improvisation, où vous vous adaptez. Ça, c'est sûr, oui, c'est sûr qu'on aura de l'improvisation, mais on va s'adapter parce qu'on a l'habitude. On l'a fait à l'Opéra de Metz le 17 mai, on le refait ici, et c'est aussi pour nous notre façon de dire en Martinique, aux Martiniquais, à nous tous, que nous avons une superbe île et qu'il faudrait la voir par l'air, puisqu'on la voit de l'air, où on n'a pas l'habitude de la voir avec les drones. Et puis, on parlait tout à l'heure de Albert Falco. Il est l'auteur, il n'est plus là, mais il est l'auteur avec Michel Métairie des images sous-marines, puisqu'on a la Martinique aussi en dessous de l'eau, à l'intérieur des terres. En fin de compte, c'est tout le contour de notre île que nous allons parcourir. Alors vous avez présenté ce spectacle, je vous disais, il y a quelques instants dans l'Hexagone, notamment à Metz. Quel a été l'accueil du public? C'est-à-dire qu'ils étaient surpris parce que nous avons quand même amené dans un opéra, même si c'est la musique assez contemporaine, on a amené des rythmes un peu caribéens avec le violon de Jean-Christophe Germain qui fait plutôt jazzy, rythme caribéen. Donc ils étaient surpris et complètement, comment dirais-je, étonnés de voir que on arrive à faire en live, là, on essaie de marier nos images avec la musique, donc ça a beaucoup plu et puis on espère que le concept va continuer.
On va rappeler le rendez-vous, donc c'est le 3 novembre à l'Atrium. À l'Atrium, et puis l'info-live, c'est le 05 96 50 45 45. Et c'est vendredi à 20h, vendredi 3. Merci beaucoup Annie Cosier, La Fontaine, Martinique, île magique, voilà. Donc à voir le 3 novembre prochain à 20h à l'Atrium. Merci. Restez avec nous à suivre dans votre journal, direction la Guadeloupe, où un bout de camp s'est installé au fort d'Elgrès, un camp qui entraînera des jeunes en provenance du pensionnaire de Versailles. Nous ferons le point sur l'actualité sportive du week-end, avec entre autres un nouveau défi pour Canel-Léger en boxe savate, et puis votre JT des communes ce vendredi, une tranche de vie au cimetière du Lamentin à quelques jours de la fête de la Toussaint. Des efforts, de la sueur, mais aussi évidemment de la bonne humeur pour tous les participants du Bootcamp Académie de Guadeloupe. Le camp d'entraînement s'est installé au fort d'Elgrès. Le reportage d'Anne-Elisabeth Arsène. 130 lycéens ont pris d'assaut le fort. Objectif de la mission, combattre la douleur et la fatigue tout en repoussant ses limites, mais pas que. Ce sont souvent des élèves qui ont un cursus un peu compliqué aussi, et donc pour renforcer les liens et pour créer de la cohésion dans notre équipe du lycée professionnel, donc j'ai décidé que c'était une très belle aventure. Ce sont des exercices en fait surtout de cardio, de renforcement musculaire, mais en fait l'idée c'est surtout le dépassement de soi. Ça va commencer par un échauffement global avec tout le monde, et donc là, en fait, les différentes équipes donc là vont s'affronter, donc toujours dans un esprit bien sûr convivial. Donc sur un circuit et donc avec différentes épreuves. Pour les nouvelles recrues Jessica et Laïka, cette journée d'intégration fut l'occasion de tester pour la première fois le bootcamp, une expérience éprouvante mais enrichissante. On a fait au moins 50 points et après on a commencé à faire le parcours en courant et après on est monté au milieu du fort d'Elgrès et on a fait des échauffements, on a fait un canard, des pompes encore et encore des pompes, puis on est redescendu. J'ai trouvé ça éprouvant. C'était vraiment, c'est bien, franchement l'esprit il est bien, mais c'est vraiment fatigant. Ça fatigue, mais ça donne un bon état d'esprit. Ça a été dur, c'est surtout quand on a mis le sac sur nous là, ça te tue. Quand tu arrives, tu n'as plus de souffle, ta gorge te fait mal, tu es KO, mais bon, tu sais qu'il y a l'équipe derrière, donc tu es obligé de continuer et tout, tu peux pas t'arrêter. Donc voilà, mon équipe est arrivée deuxième, donc c'était marrant, c'était plaisant. Au-delà de l'aspect sportif, ce bootcamp avait donc pour mission de renforcer la cohésion entre lycéens et de développer l'esprit d'équipe au rythme d'un entraînement militaire au cœur du fort d'Elgrès. Un petit mot de sport ce week-end. Canel-Léger tentera de garder sa ceinture de championne du monde de boxe savate. À suivre également les demi-finales de la Coupe de France en basket, mais aussi la 6e journée du championnat de Régional 1 en football. L'agenda sport avec Harry Chassol. Le temps fort de ce week-end, c'est le gala de boxe demain 20h au Palais des Sports du Lamentin. Au menu, plusieurs combats de boxe anglaise, dont celui de Jean-Jacques Olivier, dit Hercule, mais également en savate boxe française, 2 finales du championnat du monde féminin. Le clou du spectacle sera le combat entre Tijana Vukovic et Canel-Léger. Sport collectif en basket, les demi-finales de la Coupe de France débutent ce soir. Chez les hommes, à partir de 20h, le CST Carbet sera opposé à la Gauloise. Demain, à la même heure, le Golden Lion affrontera l'US du Caucaise. Chez les femmes, avec le forfait de l'Éclair, la Gauloise est qualifiée pour la finale. L'autre demi-finale entre l'Aigle Noir et le Golden Lion aura lieu demain, 18h. A noter que toutes ces rencontres se dérouleront au hall Pellière-Donatien. En football, la 6e journée du championnat de Régional 1, débutée mercredi par la victoire 2-0 du club colonial, se poursuit ce soir. À 20h, 4 matchs au menu. Le derby feuillalais Golden Star Good Luck à Pierre-Aliquer, RC Rivière Pilote Golden Lion à Ancamé, New Star Aiglon à Ducos et RC Saint-Joseph Samaritaine à Saint-Joseph. Demain, 15h30, 2 rencontres refermeront cette 6e journée de R1. Chez les femmes, la 5e journée du championnat débute demain 15h30 par un match. Une autre rencontre est prévue à 19h et 2 autres dimanche 15h30. En volleyball, le challenge de la Ligue aura lieu demain au Palais des Sports de Rivière-Salée. Chez les femmes, à 19h, on aura droit à un éveil espoir. Et au masculin, à partir de 20h30, le rayon sera face
au good luck. Sport en bref, pour conclure, la première compétition de natation artistique de la saison aura lieu dimanche. Au programme également le triathlon matrinique. Et l'ensemble de cette actualité sportive à retrouver dans vos journaux de samedi et dimanche dans votre Sport Week-end. Voilà, c'est l'heure de retrouver votre JT des communes. Direction le cimetière du Lamentin, en pleine effervescence à quelques jours de la Toussaint et de la fête des morts. Il y a ceux qui viennent honorer leurs défunts, d'autres nettoient les tombes pour quelques euros. Dans les allées, Hubert Bornil et Michelet François ont baladé leurs caméras et pris le pouls de cette tradition. Regardez. Coup de pinceau pour le nettoyage, fleurissement, c'est le traditionnel. Chaque année, on retrouve ainsi des centaines de Martiniquais. Alors les jobbers en profitent pour faire leur beurre, comme on dit. Mais alors, on peut se poser une question. Est-ce que cette tradition de fleurir les tombes va perdurer? Ça, c'est la grosse interrogation. Avant le jour arrivé, d'après ça, les anciens quittaient comme l'arel, tout le monde qu'a joint dans le cimetière. Ici, il y a pas ni différence sociale, tout le monde, c'est monde. Comme un devoir sacré, il faut nettoyer, embellir les tombes. Certains monde a fait la Toussaint parce que c'est la fête de tous les saints. C'est même pas la peine parce que c'est pas la Toussaint, c'est la fête des morts. La Toussaint, c'est fête à c'est fête en moins, c'est fête à nous toutes les saints. Si nous saints, moi pas un saint. Au Lamentin, on ne faillit pas à la règle. Qui plus est, ce cimetière est un vrai lieu de promenade avec ses longues et larges allées. Mais au fait, pourquoi cette effervescence autour des défunts? La transmission est-elle garantie? C'est pour les défunts. Mais ils sont morts, non? Oui, mais c'est une fête pour eux. C'est une fête. Moi, je nettoie l'air, moi, ville, moi, il mérite de nettoyer, je ne vais pas venir qu'à la Toussaint. Si on a l'auto qui en panne, c'est pas, on va laver leurs besoins, on va laver toutes les. Donc là, moi, je nettoyer pour moi, propre, parce que des fois, il faut ça propre. Nous, nous propre. C'est là, yoye. Quand quelqu'un vient pour visiter, regarder, ne voit pas que c'est sale, je sais pas. Et tu vas faire ça plus tard? Non. Non. Je ne vais pas faire ça, c'est juste pour avoir mon argent. Je vais monter là-bas, comme il y a mon service, et puis on va décider quoi. Donc on l'a payé quoi? Ah, moi l'a payé. Ah. Mais ça là, on va parler Bamoa, tout ça. T'as l'air, on tombe papa, moi, oui. On va parler Bamoa? Oui, oui. Ça qu'on a dit? Tu peux avoir moins force, courage. Ça peut avoir moins. Ça y peut. Si on dit mon Moa peut tendre nous? Ah oui. Mais oui. Ah ouais. Oui, on attend nous. Nous ne pouvons pas tendre ça, il peut répondre. Mais il peut faire nous, ouais, qu'il tende. On peut espérer que cette tradition va perdurer des années encore. Une chose est certaine, pour les jobbers, ça n'est pas toujours facile. Beaucoup de familles préfèrent faire leur nettoyage elles-mêmes. Mais en tout cas, il y en a parmi qui peuvent aller jusqu'à 140 € au jour. Hein. Pas mal, hein? Voilà, c'est pas mal, Voilà, c'est ainsi qu'on referme cette édition. Exceptionnellement ce soir, pas d'entier pays à retrouver dans quelques instants l'interview d'Emmanuel Macron, le président de la République, en visite en Guyane. On se retrouve dans quelques instants, à tout de suite.